Bonjour Sébastien, bienvenue dans Raconte-moi ton métier. Merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux me parler de ton métier? Quel est ton métier? Eh bien, bonjour et bienvenue d'abord. Donc, mon métier, je suis change manager et chef de projet indépendant. Et donc, qu'est-ce que c'est? Donc, je gère des projets principalement digitaux, informatiques, du cahier des charges à l'utilisation par les utilisateurs. Donc, je vais avoir toute une phase d'analyse, de mise en place du projet avec différents partenaires au sein des organisations. Et à partir du moment où on va délivrer l'outil informatique à l'organisation, là, je vais prendre petit à petit ma casquette de change manager et accompagner ce changement vers l'organisation pour que l'adoption se fasse finalement le plus vite possible, puisqu'aux yeux des dirigeants, au plus on va adopter vite ce changement, au plus on aura le retour sur l'investissement qui sera rapide. Et quel type d'outils, justement, tu pourrais donner des Donc exemples? principalement des réseaux sociaux d'entreprise, ça c'est vraiment mon cœur de cible, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'amuse, puisque je trouve que c'est un outil qui peut avoir un impact sur la culture d'une organisation, puisqu'indirectement on va donner une voix à chaque collaborateur dans l'entreprise, et au travers de cet outil, voilà, il aura à partir de demain le moyen de diffuser des messages, d'exprimer son avis par rapport aux communications de l'organisation, choses qui sont moins faciles avec un intranet classique ou par email, quoi. Et est-ce qu'on peut dire que tu fais rentrer certaines sociétés dans le 21e siècle, justement en faisant rentrer les réseaux sociaux dans… Pas tout seul, mais j'y contribue, non, je veux dire, à ma mesure. Mais non, vraiment, allez, c'est un pas qui est choisi par les organisations. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis le guide vers le 21e siècle, mais une fois que les dirigeants ont décidé d'y aller, je les aide. Je peux les aider dans le choix de la solution aussi, dans le fait de faire ce pas. De choisir plutôt tel outil aussi? Voilà, en fonction de ce qu'ils veulent faire, fonctionnellement. Tiens, qu'est-ce que vous… Moi, je pars toujours d'abord du besoin du client, mais dire, tiens, qu'est-ce que tu veux faire avec tes employés? S'il y en a un qui veut, par exemple, plus avoir jusqu'à une collaboration autour de la création de documents, etc., on ne va pas utiliser les mêmes outils que celui qui désire principalement communiquer la vie de l'entreprise et créer du lien entre ses collaborateurs. Donc on va partir du besoin, on va analyser ensemble, on choisit une solution. Une fois qu'on a choisi la solution, on déroule, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu as eu comme formation justement pour Donc j'ai une formation d'ingénieur de gestion au FUCAM à Mons, à UCL Mons maintenant. Et j'ai complété ça avec des formations en gestion du changement que j'ai pu faire quand j'étais chez De Groof Petercam il y a quelques années. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à créer cette boîte, à vouloir faire ce boulot? En fait, j'étais en train d'exercer mon métier de change manager à la banque en tant qu'employé. Et je me rendais compte que là où je trouvais de l'énergie depuis le début de ma carrière, c'était dans les nouvelles implémentations. Donc les nouveaux outils qui arrivent, on reçoit le descriptif du projet, on ne sait pas trop ce qu'on va faire et comment on va le faire et comment on va pouvoir y arriver. On soupire un bon coup, donc cette sensation-là, j'aime bien. Et j'aime bien la deuxième sensation à la fin, où on se dit, voilà, on l'a fait. On savait pas comment, mais là, on est là et c'est une nouvelle réalité maintenant dans l'organisation. Et en fait, quand on est interne, employé dans une organisation, c'est plus difficile de n'être que sur des projets d'implémentation comme ça, puisqu'il y a quand même des phases où on est plus sur de la maintenance, sur de la routine, je vais dire. Et le fait de devenir indépendant permet de se faire engager justement pour les phases projet. Ouais. Et donc, juste la phase qui t'intéresse, toi, voilà, finalement, ce qui me donne l'excitation dans le boulot. Et donc, voilà, maintenant je peux me positionner uniquement sur ce type de projet, quoi. Et sur l'optique qui te botte vraiment dans la mise en place du projet. Quelles qualités sont nécessaires pour ton boulot? Il faut être relativement organisé, même il faut être organisé, on ne va pas prendre d'euphémisme, mais pour la partie gestion de projet, très clairement, le but c'est de faire rentrer le projet, donc d'écrire ce projet et puis tout ce qu'on a décrit avec les décideurs, l'implémenter dans un temps imparti avec un budget qui est alloué. Et donc pour suivre ça, il faut être organisé. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que le budget, justement, c'est parfois un frein? Ou bien justement les sociétés qui mettent ça en place? C'est un moyen. Donc en fait, souvent la décision elle est prise, on veut aller vers… Si je prends le réseau social d'entreprise, on veut aller vers ça. Si en cours de route, il faut aller chercher 10% du budget en plus, bon, il faudrait expliquer pourquoi, il faudra vendre l'histoire, mais c'est quelque chose qui pourra tout à fait se faire si on comprend pourquoi. Si c'est juste, en fait c'est 10% plus cher,
ça ne va pas passer. Ouais, il faut justifier. Mais si on justifie, voilà, en fait, en cours de route, on s'est rendu compte en rencontrant les utilisateurs, en étudiant la manière dont les utilisateurs utilisent la solution, qu'on peut leur faciliter la vie en installant ce module complémentaire qui vous permettra de gagner de la valeur ajoutée après. Ok. Ils voient ça comme un investissement, il n'y a Voilà, pas de problème. voilà. Donc c'est l'avantage aussi de ce type de projet. Ce sont des projets qui sont souvent pilotés par les comités de direction, donc c'est décidé là-haut. Et donc on a à bord du projet souvent un membre du comité de direction. Et il a les mains sur le budget, quoi. S'il faut, il peut décider lui-même, quoi. C'est pas, voilà. Et comme qualité, comme tu travailles Ouais. dans plusieurs sociétés, est-ce que, enfin j'imagine sans mal que tu dois quand même pouvoir t'adapter? Oui, et donc pour moi c'est la deuxième qualité, c'est le fait de pouvoir t'adapter au contexte, mais humainement en fait aussi. Donc le fait de pouvoir créer du lien avec les personnes qui sont sur ton projet en un temps relativement record, puisque dès que tu arriveras à créer la relation avec eux, tu pourras les mobiliser, les motiver à contribuer à l'objectif. Et donc ça, que ce soit même en tant qu'interne dans une organisation, je pense un chef de projet, une de ses qualités, ça va être de pouvoir être à l'écoute de chacun dans l'équipe projet, de pouvoir motiver tout le monde autour de ce projet et sur le côté gestion du changement, être à l'écoute des utilisateurs, aussi créer le lien avec les utilisateurs. Par exemple, moi j'ai passé des heures dans les machines à café à discuter. Donc quand j'étais à la banque, on avait un réseau de bureaux régionaux. J'ai fait le tour des bureaux régionaux avec un prétexte quelconque, une présentation quelconque à faire ce jour-là sur place, mais dans le but de prendre un café avec eux avant et de traîner à midi pendant le repas pour capter, tiens, comment est-ce que ces collègues vivent ce changement qui est en train d'impacter l'organisation. Ils vont m'en parler beaucoup plus facilement dans ces moments informels que si j'organise une réunion feedback par rapport au nouvel outil où chacun va prendre son bouclier pour rentrer dans la pièce, quoi. Ouais. Donc ce côté, oui, le côté relationnel, empathie et compagnie sont des qualités à avoir, je pense, pour ce type d'activité. Okay. Est-ce que tu pourrais me donner des avantages? Tu es freelance, tu es indépendant. Est-ce que tu pourrais me donner des avantages ou des inconvénients? Je pense que ça dépend de chacun, ce qu'on va voir comme avantage et inconvénient. Moi, ce que je vois clairement comme avantage, c'est ma liberté. Donc clairement une liberté au niveau du choix de mes clients. Donc même si à un moment il faut travailler, on peut travailler pour des projets qui sont peut-être moins motivants ou ce qu'on veut, mais bon, il y a une boutique à faire tourner, donc il y a ça, mais cette liberté, elle est aussi par exemple sur le mode de rémunération. Ouais. Quand on est employé, on est dans des grilles salariales, on est chef de projet, on a droit aux voitures de la catégorie X. Ici, je suis indépendant, je veux une plus petite voiture, une plus grande rémunération, ou je veux une plus petite rémunération parce que mon projet dans 2 ans, c'est de lancer un produit révolutionnaire et je veux capitaliser. Je peux. Donc cette liberté, on la retrouve dans différents paramètres. Même chose au niveau des jours de congé. On n'a pas un nombre de jours de congé disponibles pour l'année après lequel il faudra aller négocier longuement pour avoir des congés sans solde. À poser absolument avant telle date. Voilà, ici, si je me rends compte que dans l'agenda, en fait, demain, il n'y a pas grand-chose, il fait beau, j'ai envie de me prendre l'après-midi, je me prends l'après-midi, c'est OK. Et donc, ça, ce côté liberté, moi, c'est clairement un des avantages que je retrouve. Inconvénient, il faut sauter, donc il faut passer du confort du salarié pour qui on décide de tout. Je stigmatise pas, mais quand je dis on décide de tout, c'est par exemple, tu commences dans une société en tant qu'employé, tu reçois une rémunération, tu as une série d'avantages qui ont été négociés par l'organisation pour ta pension, ton assurance hospitalisation, ta voiture, ton assurance voiture. Tous ces paramètres-là, en tant qu'indépendant, tu fais le tour. Donc il faut choisir comment tu te rémunères, est-ce que tu prends une assurance hospitalisation, oui, non, si oui, laquelle, la pension, on y pense déjà, ou plus tard. Et donc voilà, tous ces paramètres-là sont toutes des décisions de gestion que tu dois prendre. Et donc, je vois ça, ok, c'est une part de liberté aussi, mais pour moi, c'est un inconvénient, toute cette part d'administration. L'admin, c'est franchement pas ce qui excite un entrepreneur. Et donc, même par rapport à la compta, tu vois derrière toi ma farde avec les factures à scanner, etc. Voilà, c'est une discipline qu'il faut avoir, mais c'est clairement pas le meilleur moment de mon mois. Il faut y passer, quoi. Oui, voilà. Faut que ça se passe. Si tu devais citer un point, vraiment le point essentiel, la chose que tu préfères, ce serait ça? Ce serait ce côté vraiment moi, c'est la liberté? Ouais, globalement, c'est la liberté. Je pourrais exercer un autre métier. Donc pour moi,
ce que je fais aujourd'hui, c'est gestion de projet, gestion des changements. Si la vie fait que dans 10 ans, je deviens, je sais pas moi, j'ai même pas d'exemple, mais interim manager, ou bien je me prends une passion pour le business development dans le domaine pharmaceutique, et par chance, je peux me retrouver là-dedans, ça m'ira très bien aussi. Je pense que la forme sous laquelle j'exerce mon activité, ça va être dur de retourner dans des entreprises, ou alors peut-être un jour, si cette société grandit, je vais devenir ma propre entreprise, et donc à ce moment-là, je pense que ça m'ira. Non, mais je veux dire, c'est le fait de pouvoir conserver une certaine liberté, un certain impact sur les choix de l'organisation, aussi petite soit mon organisation finalement. Et ça, c'est l'essentiel. Ouais, ça c'est ce qui me plaît. Ouais. Est-ce que tu penses que ton métier a un impact sur les autres? Oui. Alors, j'ai pas l'impression que je suis en train de changer le monde, j'ai pas la prétention de le faire, mais à mon échelle, dans les organisations, aider à faire passer des changements de manière plus fluide. Moi, c'est principalement des changements autour des solutions digitales, donc ce sont des solutions qui me passionnent depuis des années. Voilà, j'ai toujours chipoté sur un ordinateur, utiliser les derniers gadgets à la mode, etc. Le fait de pouvoir faciliter le travail d'une organisation via l'utilisation de ces outils adaptés à leur métier, moi je trouve ça terriblement excitant. Donc oui, en ça j'ai un impact. Donc si on parle des réseaux sociaux d'entreprise, comme je disais, ça libère la parole dans l'organisation, ça fluidifie les échanges, ça fait remonter des idées qui avant devaient passer le filtre de 3 réunions employé, manager, employé du dessus, voilà, jusqu'à arriver tout en haut. Ici, si c'est droppé au bon endroit sur le réseau social, ça peut avoir écho assez vite, quoi. Et donc ce côté à la libération de l'entreprise, mais c'est tout à fait partiel, parce que c'est via un outil uniquement, on n'est pas encore... C'est une des composantes d'un changement de culture dans une organisation, mais je pense que c'est un outil qui peut aider à y arriver. Il faut qu'il y ait une volonté de la part des dirigeants de se dire, ok, on veut changer l'organisation, on veut que chaque employé ait sa voix, on veut que les gens se sentent davantage libres, moins de, j'allais dire, de middle managers qui font du contrôle, plus voilà, toutes ces philosophies d'entreprise libérée, etc. Il y a pas mal de monde qui s'inscrit là-dedans pour le moment. Si on veut le faire, le réseau social d'entreprise, ça peut être un pas dans la bonne direction. Ça ne va pas changer, ça va nous confronter aussi à des réactions. Donc quand on installe un réseau social d'entreprise, on valide systématiquement au bord dans les objectifs, tu as quelque chose qui va ressembler à Voice of the Employee ou Bottom-up ou ce genre de choses qui vont apparaître. Et là, tu as tous les dirigeants qui font comme ça avec leur tête. Okay. Et après, tu as l'implémentation et tu as les premiers messages qui sont publiés. Systématiquement, moi, quand je l'ai vu, et j'en ai déjà discuté avec des gens qui ont installé la même solution dans d'autres organisations, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, tiens, on a Michel de la compta qui se plaint de « Ah oui, bah oui, en fait on vient de lui donner la parole et on peut peut-être lui demander, tiens il s'en plaint, mais qu'est-ce qu'il propose comme solution ?» Et donc l'amener sur une démarche d'intelligence collective, de dire « Tiens, en fait Michel, tu es là, tu vois un problème, mais tu es peut-être aussi la meilleure personne pour nous proposer une solution, puisque c'est peut-être devant le problème tous les jours. » Et donc le fait de pouvoir amener cette culture d'amélioration continue, etc., on a l'outil pour le faire. Ça ne va pas le faire tout seul. Il ne faut pas croire qu'on va installer un réseau social d'entreprise et que demain on aura une entreprise libérée. Si au-dessus ça ne veut pas, si au milieu ça ne veut pas, donc les middle managers dont on parlait tout à l'heure, c'est très clairement une population qui peut résister par rapport à ce genre d'outils parce qu'il y a une perte de sens pour certains. Donc il y en a certains qui, malheureusement, c'est ma simple opinion, mais voilà, à mon avis malheureusement, il y a des personnes qui exercent aujourd'hui leur métier de manager en mode passe-plat, qui donc contrôlent ce que font 5-6 personnes et prennent, tiens, tu as une demande pour l'IT, je prends la demande, je vais aller à l'IT, je transmets ta demande, je reviens avec la réponse la semaine prochaine. Ok. Mais maintenant, avec ce type d'outil, en fait, on va se connecter au gars de l'IT qui est le plus compétent pour la question, on va échanger avec lui en direct. Et donc, il y a des craintes de ces personnes au niveau du sens de leur boulot et finalement de leur chaise, quoi, je vais dire. Mais tiens, qu'est-ce qui va arriver à mon job demain? Donc ça, typiquement, c'est une des résistances qu'on peut anticiper sur l'implémentation d'un réseau social. Okay. D'un point de vue salarial, sans citer de chiffres, est-ce que tu penses que tu t'y retrouves financièrement par rapport au temps que tu passes dans ton travail? Oui, bon ça c'est un exercice que j'ai fait avant. Donc, non, mais le fait de se poser les questions, tiens, ok, comment est-ce que je vais me rémunérer
et de quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre. Donc moi, la première question, c'était celle-là, c'est se dire, qu'est-ce que ça me coûte un mois de vie? T'es parti de ça? T'es parti de ce dont tu avais besoin pour vivre? Ouais, parce que je suis... mon but, c'était de me dire, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Je signe une mission ici en lançant ma société, ça j'avais plus ou moins en même temps. Si ça se passe mal, je suis dehors. Combien de mois j'ai pour retrouver une seconde activité? Vraiment worst case scénario, genre... il faut envisager voilà, le pire, comment est-ce que je fais pour garder la maison dans laquelle je te reçois et continuer à manger, quoi. Vraiment, c'était ça mon objectif. Et donc ça, j'ai calculé. Ensuite, j'ai regardé le taux du marché pour le type de service que j'exerce. Il y a une marge entre les deux. Et alors après, comme je disais, l'avantage de la liberté, c'est qu'on se dit comment est-ce que je me rémunère? Moi, j'ai choisi de me rémunérer de manière relativement... je ne vais pas dire modeste, parce qu'il y a des tas de gens qui ont un salaire beaucoup plus modeste que le mien, mais de manière minimale, on va dire. Tu n'es pas dans le haut du tableau? Non, je ne suis pas dans... Si je prends mes potes consultants, j'en ai beaucoup qui prennent plus que moi dans leur société pour se rémunérer. Moi, mon but, ça reste, on en a parlé, la liberté. Et donc, voilà, j'ai ce qu'il me faut pour vivre, c'est très bien. Le fait de laisser cet argent dans la société me permet aussi de pouvoir avoir des mois où je ne vais pas forcément travailler et peut-être un jour de faire grandir cette structure avec l'argent qui sera resté dans la société, quoi. Mais donc, de manière personnelle, je ne suis pas en train de m'enrichir. C'est ça. Mais tu es satisfait. Mais je suis content, je suis content de ne pas m'enrichir. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer une journée type ou plutôt une semaine type? Ouais, semaine type plutôt, puisque c'est quand même assez varié de jour en jour. Typiquement, je vais avoir des réunions d'alignement avec les membres de l'équipe projet, souvent hebdomadaires. De manière mensuelle, on a un board, donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on implique la personne qui est dans le comité de direction, qui est responsable du projet, donc c'est beaucoup plus pour des validations de décisions. Je vais avoir toute une série de contacts aussi avec les différents partenaires autour du projet, mais si je prends le réseau social d'entreprise, il y a des aspects légaux à gérer, de la gestion du risque, des aspects informatiques. Tout ça, sont des réunions ou des échanges qui se passent avec ces personnes. Il y a des phases d'analyse, donc comment est-ce qu'on paramètre l'outil par rapport aux besoins d'organisation, qui se font par rapport à des interviews souvent du business. Donc on va discuter, tiens, comment est-ce que vous faites votre travail aujourd'hui? Et nous, on s'inscrit dans la manière dont les gens font le travail. Donc l'idée, c'est pas de driver le comportement des utilisateurs par l'imposition d'un nouvel outil, mais de se dire, ok, comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui et comment est-ce que nous, experts de ce type de solution, on peut vous paramétrer l'outil ou vous expliquer comment l'utiliser pour vous aider au mieux. Donc ça, c'est vraiment la philosophie dans laquelle je travaille, et donc ça détermine une partie de mon travail sur la semaine. Il y a toute une partie moins drôle de suivi, reporting, que ce soit budgétaire, planning. Quand on gère un projet, budget, planning, c'est les questions qu'on nous pose un peu tout le temps. Genre le client ou le responsable du flux de projet va venir et voilà, si c'est dans le vert sur ces deux indicateurs-là, il ne t'embête pas plus. Si ça devient orange, il te pose des questions, donc il faut tenir ça à jour. Et voilà, je pense que ça constitue une semaine, quoi. Et il faut dire aussi que tu travailles dans les sociétés, tu n'as pas de bureau, tu ne reçois pas, tu as vraiment... Je suis full-time chez le client, sauf pendant la période qu'on vient de traverser, où là on a exercé depuis le domicile ou depuis le bureau. Mais donc, je ne reçois pas mes clients. Mes clients sont principalement des banques, des assurances ou des grosses organisations. Donc, je me déplace dans leur bureau et je pense que c'est mieux pour elles aussi, quoi. Et c'est un avantage pour toi aussi, c'est moins de frais finalement? Tu n'as pas de coût à payer, de loyer? Oui, ça ne me déplairait pas de disposer de mes bureaux un jour. D'avoir une sorte de pied-à-terre professionnel en fait? Oui, et aussi dans l'évolution qu'on voit du marché du travail aussi, de se dire que je puisse travailler chez moi ou proche de chez moi. Et si je propose du travail à d'autres collaborateurs, si un jour ma société grandit, de pouvoir leur offrir un lieu qui représente les valeurs de notre organisation, qui ne sont pas forcément celles de nos clients. Donc j'ai fait 5 ans en consultance avant de travailler à la banque et puis à mon compte. Mais en consultance, c'était chez Easy à Nivelles, je ne sais pas si tu connais, société informatique qui est fort axée sur les valeurs de son entreprise. Même si on prestait pour des clients,
il y avait une identité, il y avait quelque chose de fort là-dedans, et je trouve que c'est intéressant, puisque ça permet d'avoir un vécu commun. Sinon, le risque aussi dans des boîtes de consultance, si tu n'offres rien qui te différencie des autres, c'est que ton consultant, s'il peut gagner 50 € par mois en plus, s'il signe chez un autre, il signe chez un autre. Tandis que s'il a quelque chose qui le rattache à ton organisation, et c'est pas, je dis pas ça Enfin, c'est pas des menottes que je veux lui mettre, c'est vraiment, c'est plutôt quelque chose. L'envie de rester finalement et de s'impliquer à 100%. L'envie de rester, l'envie de contribuer à un projet qui n'est pas forcément le sien, puisque c'est pas lui qui s'est dit tiens je vais lancer cette activité, mais qu'il a envie d'y contribuer. Si je fais grandir la société, c'est dans cette optique-là. Est-ce que tu estimes avoir trouvé ton équilibre vie privée, vie professionnelle? Oui. D'autant plus avec ce confinement qui nous a permis de travailler beaucoup de la maison. Donc ça, c'est vrai que ça reste une question de comment organiser cela dans les mois, les années à venir, de pouvoir positionner le fait d'exercer une partie de mon activité à distance, puisque j'ai pas forcément besoin d'être sur site tous les jours. Donc ça, il faudra le discuter avec le client. Mais non, j'ai clairement l'équilibre. Et comme tu le sais, j'ai aussi une activité dans la photographie. Et le fait d'être indépendant dans mon premier métier me permet de libérer aussi du temps quand je souhaite le dédier à la photographie. Donc si je veux travailler pour une organisation en photo le jeudi et le vendredi, je peux aujourd'hui sans me retirer des jours de vacances. C'est ça. Donc voilà. L'année dernière, j'ai exercé plusieurs fois en semaine. Finalement, je facture plus ou moins la même chose que si je fais une journée dans mon premier métier. Et donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre un jour où je fais de la photo et un jour où je fais de la gestion de projet. Et donc, cette flexibilité, pour moi, je l'ai aussi trouvée dans l'exercice de cette activité. Et puis, c'est ton projet, c'est un peu ton bébé. Donc, si tu veux y travailler le samedi, le dimanche, les soirées, tu y travailles vraiment quand... Oui, alors j'essaie de garder des loisirs le week-end, donc de ne pas trop consacrer à mes activités professionnelles les jours de week-end. Je compense par exemple si je vais faire un reportage de mariage dans mon activité de photographe le samedi, je vais très certainement prendre congé le lundi par exemple. Juste pour garder un équilibre. Il y a une période dans ma vie où j'ai un peu chargé semaine plus week-end, ce qui donne le résultat que tout le monde connaît. Voilà, ça devient on se sent un peu pris et surmené par tout ça. Et donc, je pense qu'il faut aussi avoir une discipline envers soi-même, même si c'est son propre projet. Et c'est dur quand c'est son propre projet de se dire... On a tendance à garder la tête dans le guidon et ne faire que ça. Oui, et puis on se dit, tiens, allez, si je travaille un samedi après-midi, mais finalement c'est pour mon projet, c'est chouette. Oui, mais on reste des humains et je pense qu'on a tous besoin d'avoir des moments où on pense à autre chose, où on souffle, où on passe du temps avec des gens qui sont en dehors de ces réseaux. Donc, voilà, moi je connais un tas de gens autour de mon activité de gestion du changement, gestion de projet, que je rencontre pendant la semaine, etc. Ça fait partie pour moi des activités de ma société. Donc ça ne sert pas mon client directement, donc ce n'est pas du temps de mon client. C'est du temps que je prends en plus des heures que je passe chez mon client pour échanger avec d'autres personnes. Mais je vais beaucoup plus rarement passer du temps le week-end avec ces gens-là. Oui, c'est ça. Subjectivement, pour toi vraiment, quel est le facteur le plus important pour être heureux dans son travail ? Oser. Non, mais vraiment, oser. Moi, quand on a été diplômé au FUCAM, on a eu un discours de Nicolas Lambert, qui était marketeur de l'année, qui est maintenant chez Fairtrade, qui est une très chouette personne, et qui nous a expliqué que ce qu'il nous conseillait de faire, je lui laisserai ses mots, je te raconte ça 10 ans plus tard, mais c'était d'avoir un certain capital de côté, de te dire tiens, sur les premiers mois de mon activité professionnelle, je mets de l'argent de côté. À l'époque, il parlait de 20 000 €, après tu mets 10 000, tu mets 20 000, tu mets 30 000, tu fais ce que tu veux, mais d'avoir cette sécurité sur le côté qui te permet après d'oser et te dire ok, je suis pas d'accord avec mon chef, je lui dis, je suis pas d'accord avec la manière dont se font les choses dans mon organisation, je lui dis, ça peut être du process, ça peut être des choix stratégiques, ça peut être ce qu'on veut, mais le fait d'oser s'exprimer, déjà, je trouve que mentalement ça libère, sinon on se sent un peu frustré, et finalement, voilà, oser après aussi dans le fait de passer indépendant, en gestion de projet, gestion du changement, on est beaucoup dans les organisations forcément, et il y a un peu ce fantasme des indépendants, ouais mais lui il gagne beaucoup, il est indépendant, etc. Mais vas-y, enfin je veux dire... Lance-toi. Lance-toi. En Belgique, tu as une carte d'identité belge,
tu as soit des connaissances minimales de gestion, soit tu es prêt à aller te former quelques soirées, et tu peux fonder ta boîte. Hein, et maintenant, il faut même plus des sommes folles. Donc, je dirais que des SRL, tu prends 5 000 euros de capital, t'es parti. Alors, les gens ont peur. Hein, je dirais après 5 000 euros, c'est 5 000 euros. Mais avec quelques milliers d'euros que tu peux, au fil du temps, mettre de côté, tu peux le faire. Après, c'est clair que c'est un risque, mais moi, je pense qu'il faut oser. En tout cas, si on le sent. Mais après, c'est... et allez, si on le sent, le côté feeling, je pense que c'est aussi fruit de l'expérience. Donc, j'aurais pas eu le même conseil après 6 mois d'activité professionnelle. Voilà, moi je suis content d'avoir fait 5 ans dans une société de consultance qui m'a appris ce que c'était la pression d'un client, qui m'a appris ce que c'était l'organisation personnelle. Ensuite, la banque pour gérer des projets de grosse envergure avec des budgets conséquents. Comprendre ce que c'est une organisation avec une politique interne, avec voilà, des choses plus compliquées à gérer. Et puis me dire, bah ok, là je pense que maintenant il est temps, quoi. Mais oui, je pense qu'on peut parler avec les gens qui ont travaillé avec moi par le passé aussi. Le fait d'oser, de foncer finalement sur ce type de projet, donc sur le type de projet sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, ouais, il faut oser, quoi, parce que c'est relativement novateur, parce qu'un réseau social d'entreprise, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et allez, j'ai eu des projets aussi de digitalisation de certains processus dans l'organisation. Ça change aussi, quoi. On remplace le papier par un iPad. Ça paraît simple, mais en pratique, ça pose un tas de questions au niveau tracing des activités, par exemple, tout ça, ça change énormément. Et si on n'a pas envie d'oser, envie de tirer ce projet, de l'amener au bout, ouais, c'est compliqué. Très bien. Pour la dernière question, est-ce qu'il y a une musique, un livre, une personnalité, une maxime qui t'inspire, à laquelle tu penses qui pourrait te motiver? Oui. Donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que, comme je te l'ai dit juste avant, j'ai peu en tout cas ce côté fanatisme envers des personnes. Et donc le fait de ressortir une musique, un livre, faut être dur. Alors au niveau des livres, je n'y avais pas pensé plus tôt, mais j'en ai un qui me flash à l'esprit maintenant, sur l'effectuation, qui est un concept qui explique le process entrepreneurial, notamment avec la notion de perte minimale dont je parlais tout à l'heure, mais qui est, tiens, je prends le minimum dont j'ai besoin pour vivre, et donc finalement, dans le pire des cas, voilà ce qui se passe. C'est typiquement un raisonnement qui s'inscrit dans cette analyse. Je pourrais te passer les références. Ouais, si tu les as. Ouais, comme ça on les mettra en dessous. Donc ça, c'est plutôt pour le bouquin. Et puis ce à quoi j'avais pensé, c'était une citation de Jean d'Ormesson, donc, qui est pas un gestionnaire de projet, mais qui est un académicien français, et qui dit: il y a des années, des mois et des jours où il ne se passe presque rien, et des minutes ou des secondes où il se passe tout un monde, avec ces mots, hein, je paraphrase. Ouais. Mais ouais, pour moi, voilà, il y a des périodes qui sont d'une extrême intensité, il y a des périodes qui sont plus molles. Si je te demande, je sais pas moi, entre juin et septembre 2012, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je sais pas, alors peut-être tu as eu la joie de rencontrer une personne, d'avoir un enfant, ça te frappe. Mais en dehors de ça, il y a des périodes comme ça dans la vie où finalement on se dit: je sais pas trop ce que j'ai fait à ce moment-là. Mort de plaine. Ouais. Mais voilà, et alors qu'il y a des moments où on se dit: ok, là j'ai pris un tas de décisions, et finalement le jour où on décide, tiens, je lance mon activité, tu connais ça, c'est un moment, et celui-là il détermine beaucoup de choses de la suite, quoi. Ouais, et donc que ce soit, allez, on peut rattacher ça à des histoires professionnelles. Connaissant un peu le personnage de Jean d'Ormesson, on peut aussi rattacher ça au personnel, mais donc à des histoires avec des personnes, même chose. Donc si on parle de relations homme-femme ou homme-homme ou ce qu'on veut, il y a des moments aussi qui sont beaucoup plus intenses, et des décisions qu'on prend dans le cadre de relations qui sont pleines d'intensité. Et donc voilà, je pense que ça exprime bien. On termine avec ça, super. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir.